aussi un petit peu de légèreté après quelques jours qui ont été quand même très agités à Saint-Médard-en-Jalles et au Taillan d'ailleurs. Et la culture a toujours cette promesse justement de nous permettre de sortir quelques instants de difficulté d'une vie quotidienne qui n'est pas toujours très facile, même si elle l'est souvent aussi, et d'ouvrir une fenêtre, d'oxygéner, de donner d'autres horizons, d'ouvrir des horizons. Et ce soir, nous avons cette chance d'accueillir un auteur, bien entendu, extrêmement connu, l'assistance en témoigne, je crois, ce soir, parce que c'est l'une des rencontres littéraires qui se déroule d'habitude à la médiathèque. Mais là, vous étiez tellement nombreuses à vous inscrire que nous avons dû monter d'un étage. Un auteur prolixe, un Américain. Et c'est intéressant dans cette période, puisque la France et les États-Unis ont des rapports un petit peu complexes, à la fois d'admiration, mais aussi par moments. Nous pouvons nous mettre en colère et aussi nous avons des relations compliquées. Voilà. Et Douglas Kennedy, au-delà de l'auteur, il a écrit, peut-être certains d'entre vous l'ont vu dans le journal du dimanche, une série de chroniques sur les États-Unis que je vous conseille, puisque dans la période que nous traversons, vous avez vu les décisions récentes de la Cour suprême des États-Unis, qui sont un héritage de la présidence de M. Trump, évidemment nous ont tous et tous choqués, et il décrit dimanche après dimanche, parce que c'est hebdomadaire, une traversée de ce pays, du Texas, à New York, enfin, en passant un petit peu dans toutes les régions, et on voit bien que lui-même, comme Américain, ressent finalement les mêmes sentiments que nous quand nous regardons les États-Unis, à la fois de l'admiration face à la beauté de ce pays, à sa force, à parfois sa puissance, son potentiel de projection dans l'avenir, de rêve, mais aussi sa violence, ses contradictions qui sont extrêmement fortes, mélange de grand conservatisme et de passion pour la technologie, pour la culture, entre des villes comme New York qui sont finalement un petit peu des enclaves au milieu des États-Unis et des relations difficiles entre les États ruraux et les grandes villes auxquelles nous pensons nous spontanément, parce que quand on pense États-Unis, on pense New York, Chicago, San Francisco, etc. On ne se rend pas forcément compte de ce qu'est la réalité de la vie américaine dans ces États. Et il le décrit mieux que personne, et il annonce d'une certaine façon les événements actuels avec cette montée de ce qu'il faut bien appeler un extrémisme de droite, voilà, aux États-Unis, une forme en tout cas d'extrémisme de droite qui est très très préoccupant. Et on l'a vu sur cette décision folle qui a été prise là sur l'IVG, mais apparemment sur le climat également, nous avons ce qui vont autoriser à nouveau l'exploitation des mines de charbon et des centrales à charbon sans normes, puisqu'au nom de la liberté, il ne faut pas mettre de normes. Donc au nom de ces théories-là, on va souffrir les uns les autres. Voilà. Donc je voulais lui rendre cet hommage aussi, parce que je sais que d'autres mieux que moi parleront de ses ouvrages, mais c'est aussi quelqu'un qui a ce rapport complexe que nous entretenons, nous Européens, avec les États-Unis, que lui-même a vécu, puisqu'il a vécu aussi en Irlande, qu'il vit aussi à Paris. Et c'est un grand plaisir de l'accueillir avec Pascal, avec Lynn, avec la librairie Nouveau Chapitre, qui, vous l'avez vu, a ouvert un espace merveilleux jeunesse, enfants, voilà, et qu'on est très heureux d'associer à ces événements. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci, je ne vais pas être très longue, parce que la soirée est chargée, vous êtes venus pour avoir une place inédite. Non, je voulais simplement vous dire voilà, que c'est la première saison des dégustations littéraires cheminées ensemble, donc qui s'achève aujourd'hui avec, comme l'a dit M. le maire, un écrivain de prestige. Il y a des habitués que je reconnais, puis il y a des nouvelles personnes. Donc en deux mots, pourquoi les dégustations
littéraire parce qu'on a souhaité associer une dégustation de vin, voilà, qui est choisie par l'auteur en général, et une dégustation de mots. On a eu pas mal d'auteurs. Vous avez dû voir Grégoire de la Cour, David Fuentenos, mais Grégoire de la Cour qui est là notre parrain. Voilà, j'en suis très fière. Voilà. La soirée va se dérouler, donc vous allez avoir des lectures de Béatrice et Lara, dans nos chapitres, des lectures des livres de Douglas Kennedy. Notre caviste aussi vous expliquera pourquoi ce choix de vin. Et puis après, vous aurez le plaisir de voir les échanges entre Douglas Kennedy et Véronique Morel, qui est notre modératrice préférée. Voilà. Et vous pourrez bien sûr poser des questions. Juste un petit mot, je voulais vraiment remercier les médiathèques, voilà, parce que c'est une équipe formidable, qui fait un travail formidable, dirigé par les Vigneault, vraiment bravo. Avec qui on fait l'équipe, alors 10 personnes, j'ai peur d'oublier quelqu'un, donc voilà, je dis en général, mais vraiment c'est une équipe formidable et qui a plein d'idées, et puis voilà, c'est super. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve en septembre. Alors, j'ai pas encore d'habitude, je dis, tu vois, pour la fin, je dis, et là, j'ai quelques noms, mais voilà, j'attends que ça soit vraiment sûr pour vous annoncer le nom des prochains auteurs. Voilà, une belle soirée, en tout cas. Bonsoir. Bienvenue. Lara, de la librairie Nouveau Chapitre. Je travaille au quotidien avec Isaline qui est par là, pour ceux qui ne la connaissent pas, et qui est là ce soir également. Béatrice, avec laquelle on fait beaucoup de lectures à voix haute, notamment pour les dégustations littéraires. Et voilà, on est ravis d'être ici. Merci aux médiathèques de nous associer à ces dégustations, parce que pour nous c'est vraiment important et voilà, on est ravis d'être là. Donc je vais moi vous lire un extrait du dernier livre de Douglas Kennedy. Voilà, donc ça c'est le dernier, Les hommes ont peur de la lumière, qui traite notamment d'un sujet tout à fait d'actualité, puisque c'est sur des militants pro-vie aux États-Unis. C'est le fond de l'histoire, c'est un peu un thriller, comme ça se finit en thriller. Voilà, et donc je vais vous lire un extrait au début. Voilà, je ne vous raconte pas l'histoire parce que vous avez beaucoup qui ont pris, je vous laisse découvrir, mais juste vous donner envie de le découvrir. Le lieu de rendez-vous indiqué se trouvait à l'ouest de Santa Monica Boulevard, dans un paisible quartier résidentiel. Le 1710 Malcolm Avenue était un immeuble blanc, sans doute construit au début des années 60, avec une petite allée sur laquelle je pouvais me garer pour attendre ma cliente. J'ai regardé mon GPS. La destination n'était pas tout près. Van Nuys Boulevard à Van Nuys. Tout droit en prenant la 405. Un message de ma passagère. J'arrive. Uber fournit à ses clients plusieurs phrases basiques à envoyer au chauffeur pour l'informer sur leur arrivée. J'étais encore sous le coup de mon altercation avec le policier qui était là. Ce qui était nouveau, c'était mes mains tremblantes, mon souffle court, la panique. Mais j'ai réussi à me tirer de ces deux situations sans qu'Hubert reçoive de plainte. J'avais besoin d'une bonne nuit de sommeil. Depuis que je travaillais comme chauffeur, je dormais en moyenne 5 heures par nuit. Souvent, c'était le mieux que je pouvais faire. J'avais dû commencer à prendre des somnifères après avoir servi de fusible aux ressources humaines de l'entreprise à laquelle j'avais consacré tant d'années de ma vie. La direction leur avait ordonné d'élaguer les effectifs de 42 postes. Ils m'avaient choisi comme victime. J'avais reçu 6 mois de salaire et 1 an d'assurance maladie. Et là s'arrêtait leur générosité. On a toqué à ma vitre, me tirant de mes réflexions. Le visage fin, pâle et anguleux d'une femme d'une bonne 60aine d'années, aux cheveux argentés, me faisait face. Elle était vêtue d'une robe blanc crème toute simple. Elle ne lui donnait pas dans le style tape à l'œil si courant à elle. Et tenait à la main un cadran de toile bleu foncé contenant le New York Times et le LA Times du jour.
Brendan? J'ai vérifié mon écran. Élise? Avec un hochement de tête, elle est montée à l'arrière. Comment allez-vous? Bien, et vous? Aussi bien que possible, étant donné l'état actuel du monde. À qui dites-vous, madame? On va à nuit, c'est ça? C'est bien ça, monsieur. Alors que je m'engageais dans la rue, elle m'a demandé d'allumer la radio sur la fréquence d'information locale, histoire d'entendre toutes les mauvaises nouvelles du jour. Je me suis exécutée. Mon GPS indiquait le même bordel que d'habitude sur la 405, à cette heure de l'après-midi. Vous êtes pressée, je demandais. Elle a jeté un regard à sa montre. Le rendez-vous est à 18h, donc j'aimerais bien y être à 17h30. Un peu plus tôt même, dans l'idéal. Notre arrivée est estimée à 17h36. Ça va être serré, je dis, mais je vais faire mon possible. Je n'en doute pas. Avec un petit sourire, elle s'est plongée dans ses journaux. La radio parlait d'un rassemblement anti-immigration près de la frontière mexicaine et rapportait des paroles d'un sénateur texan. Nous risquons d'être envahis par des gens dont nous ne voulons pas. Des gens qui ne parlent pas notre langue, ne comprennent pas nos valeurs, souhaitent voler nos emplois et mettre nos communautés en danger. Derrière moi, ma passagère a abaissé son journal en grimaçant. Quel imbécile! On ferait peut-être mieux de ne rien écouter du tout. Rien du tout, c'est dans les cordes, ai-je répondu en éteignant la radio. Elle a opiné avant de retourner à sa lecture. J'osais à peine la regarder dans le rétroviseur, peu désireux de revivre la scène de la course précédente. J'ai fait de mon mieux pour garder les yeux fixés droit devant moi. Alors qu'elle levait le nez pour demander où nous en étions, elle a croisé mon regard dans le rétroviseur. Elle a souri. Un sourire pincé, mais un sourire. Soulagée, j'ai vérifié le GPS. On devrait sortir de ce bouchon dans moins d'1 kilomètre. Le GPS ne ment jamais. 3 minutes plus tard, le trafic s'était clarifié et j'ai pu mettre le pied au plancher, atteignant 120 km/h. Je suis décidée à vous faire arriver avant 17h30, ai-je déclaré. C'est très aimable à vous, Brendan. La route devant nous était libre et dégagée. Nous avons pris la sortie de Victory Boulevard à 17h24. 4 minutes plus tard, je bifurquais dans un complexe commercial de Venise. Où est-ce que je vous dépose, madame? Là, au coin. Je me suis arrêtée à l'endroit qu'elle m'indiquait, entre un pressing et un prêteur sur gage, devant une porte lourdement blindée munie d'un digicode. C'est là? C'est là. Je suis contente d'avoir fait le trajet avec vous, Brendan. Et merci de m'avoir déposé à l'heure. Ça fait partie du service, madame. Elle s'est avancée vers la porte, a regardé son téléphone et a tapé un code sur le clavier. Le bâton s'est ouvert, elle est entrée et a refermé prestement derrière elle. J'ai jeté un œil sur mon GPS, personne n'avait besoin de moi dans l'immédiat. J'ai donc décidé de m'accorder une demi-heure de pause. J'avais repéré un petit troquet au coin de la rue qui avait l'air bien marché. Je ne m'étais pas trompée. Leur omelette espagnole, en plus d'être correcte, était accompagnée d'un toast et de frites maison. Le café à volonté était buvable. Je m'en sortais pour moins de $6 et je n'aurais pas besoin de manger à nouveau avant de rentrer chez moi vers 1h du matin. J'ai savouré mon déjeuner et bu 3 tasses de café. Un SMS de ma femme m'a informé qu'elle serait en réunion de son groupe ce soir-là et qu'elle me laisserait du poulet au frigo au cas où j'aurais faim en arrivant. Son groupe, une espèce de clique dont je me méfiais de plus en plus, même si elle refusait d'entendre la moindre critique à son encontre. Son groupe. Pourquoi les groupes sont-ils souvent si extrêmes? Tout en demandant l'addition, j'ai ouvert l'application Uber sur mon téléphone et pressé la touche signalant à l'ordinateur chargé de nos vies que j'étais à nouveau en service. Bing! Un passager m'attendait déjà 2 rues plus loin, juste à côté de Victory Boulevard.
pour se rendre à l'aéroport. Encore un trajet cher, 42 $. C'était mon jour de chance. J'ai posé 6 $ sur l'addition que la serveuse avait laissée sur ma table. Au moment où je sortais pour regagner ma voiture, un motard s'est arrêté devant l'endroit où j'avais déposé la femme. Le visage dissimulé sous son casque, il a prononcé quelques mots dans l'interphone près de la porte. Quand le battant s'est ouvert, il l'a bloqué avec son pied et plongé la main dans son sac à dos. Il en a tiré une bouteille avec quelque chose qui dépassait du boulot. Il a fait un drôle de geste et soudain, la bouteille était en feu. Puis, il l'a jetée à l'intérieur du bâtiment avant de sauter sur sa moto et de disparaître dans un rugissement de moteur. Le tout n'a pris qu'une poignée de secondes. Je me suis entendu lui crier « Hey, qu'est-ce que vous ?» Mais le reste de ma phrase s'est perdu dans le fracas des flammes qui envahissaient l'entrée du bâtiment. En attendant peut-être la suite, je vais vous lire un extrait d'un roman de Blas Kennedy qui est paru parmi ses premiers et qui à l'origine s'appelait Cul-de-sac, qui est devenu un roman culte, à tel point qu'il a été réédité plus récemment sous le titre Piège nuptial. Donc pour ceux qui auraient un doute, qui ont posé la question tout à l'heure, Piège nuptial et Cul-de-sac, c'est bien le même roman, une traversée cauchemardesque de l'Australie. Partout des tatouages. Je n'en avais jamais vu autant de ma vie. À Darwin, tout le monde en avait, et dans ce bar aussi, y compris la stripteaseuse en train de se tortiller sur la scène improvisée, exhibant le papillon vulcain qu'elle avait à la fesse gauche. Je lui donnais la trentaine. Un petit bout de femme maigrelette, 45 kilos sans les frusques, poitrine en planche à pain, jambes squelettiques, et l'air sérieusement fâché avec la vie. En plus, peut-être parce qu'elle était payée pour laisser une bande de bushmen craignos lui reliquer la fente. J'étais arrivé dans le boui-boui juste à temps pour le début de son spectacle. C'était une sorte de grande caverne rébarbative avec un alignement de portes de glacière en métal derrière le bar. Le genre de porte à grand levier que l'on voit à la morgue. Chacune ouvrait sur une cavité de 2 mètres de profondeur où s'entassait une montagne de canettes de bière. Les barmen accueillaient les clients par une seule et unique question. « Pisse en boîte ?» car le bouge ne servait que de la bière. Face au comptoir, une planche en contreplaqué avait été posée sur 2 caisses à thé, et c'est sur ce perchoir que la stripteaseuse, apparue au son d'un enregistrement grésillant des Beach Boys, fun, 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 s'est jugée. Elle était attifée en femme au foyer lambda, venue passer une journée à la plage. Un bikini, un chapeau de paille à large bord, des lunettes de soleil et un gros ballon dans les bras. Ce dernier accessoire était destiné à établir une relation espiègle, voire mutine avec l'assistance. Mais quand elle l'a lancé vers les bedaines distendues qui s'étaient massées devant la scène, les spectateurs se sont contentés de lui renvoyer brutalement le ballon en lui criant de se mettre enfin au boulot. Les traits crispés, dans une expression invitant fortement ses admirateurs à aller se faire mettre, elle a enlevé le chapeau, puis les lunettes, puis le haut du bikini, puis le bas. Là, elle s'est allongée sur le dos et s'est mise à cisailler l'air de ses jambes. Des cris d'approbation se sont élevés. Le type, assis près de moi, m'a décroché un coup de coude. « Tu sais à quoi elle me fait penser ? À la faille de Sant'Andreas. » « Ah bon ?» Mes yeux sont tombés sur l'araignée velue qui était tatouée sur son biceps. J'ai fait mine de passer sur le tabouret libre à côté de moi, mais le plaisantin me tendait déjà la main. « Jerry Watts !» a-t-il annoncé. Un blond débile avec une coupe en brosse, des dents qui couraient après le beefsteak, une moustache chétive et l'abominable tatouage susmentionné. Je me suis forcé à lui serrer la pince. Nick Hawthorne. « T'es par chez moi, l'ami ?»« Oui, Yankee.
Tout ça exactement. Le Maine. Ah, t'es de ceux qui te ramènent, hein? À peu près ça. Moi, c'est la ville de la Bagnole, Détroit. Mais j'étais basé en Alabama avant que l'armée m'expédie ici. T'es aussi de la BIF, Nick? Non, non, civil. Bah, qu'est-ce que tu branles ici alors? Les seuls Américains que j'ai croisés à Darwin, ils étaient tous de la BIF. Je ne fais que passer par ici. Pour où? Le sud. Le sud? Quand t'es à Darwin, il n'y a que là où tu peux aller au sud, vu que plus nord que ça, il n'y a pas... où ça au sud? Je ne suis pas encore certain. Perse peut-être. Peut-être. Tu sais à combien c'est d'ici, Perse? Dans les 4000. Tu l'as dit. Et tu sais ce que tu vas trouver sur ces 4000 bornes, entre ici et Perth? Que dalle. Je parle du rien total. Peau de zébu à part des chiottes toutes les 4 heures. Tu te l'es déjà faite, cette route? J'ai secoué la tête. Bon, faut espérer que tu aimes le bizarre, hein, parce que tu vas en avoir pour ton compte. Hein. Quand je dis bizarre, dans ce coin du pays, je veux dire du bizarre qui craint vraiment. Hein. Je sais de quoi je parle, fais-moi confiance. Bon, on dirait que vous savez plein de choses sur plein de trucs, hein, oui. Faut croire, l'ami, faut croire. Hein. Enfin, j'y suis allé qu'une fois par là-bas, hein, quand on était manœuvre l'an dernier. Et je te charrie pas, hein, Dac. De ma vie, j'ai jamais vu autant de vide. Hé, barman, deux bien fraîches par ici. Non, je crois pas que je vais pouvoir. Hein, Bah, t'as rencard ailleurs? Pas vraiment, non, mais je suis arrivée hier soir, et avec le jet lag et tout, je préfère y aller doucement avec la bière. Et une mousse ou deux de plus, ça va pas te tuer, hein. Sur la scène, l'effeuilleuse s'est mise à quatre pattes, dos tourné à la foule, avant de faire le poirier. Des applaudissements convaincus ont éclaté. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle un panorama, a commenté Watts. Encore que si j'étais son Jules, hein, moi je te la remplumerais un peu. Question rembourrage, c'est pas le grand confort, si tu vois ce que je veux dire. J'ai regardé le fond de la canette de Swan Export sans rien dire. T'es marié, Nick? Non. Jamais remonté jusqu'à l'hôtel? Jamais. Moi, 2 fois. La première, j'avais 17 piges, 21 la seconde. Maintenant, je suis basé à Okinawa au Japon et je me suis mis à la colle avec une jolie petite Philippine, Mamie qu'elle s'appelle. Et je pense à la marier, c'est sûr, sauf que à chaque fois qu'on vient en manœuvre à Darwin, je me dis que je devrais me dégoter l'une de ces australoches, vu que c'est les plus belles garces de toute la planète. Tu t'en es déjà farci une? Non, j'avoue que non. T'as jamais tronché une australoche? Tu t'es jamais marié? Ben, t'as passé ta vie dans du coton, mec. Ben, j'imagine que oui. T'as un boulot? En ce moment, je suis entre deux. Dans quoi? Journalisme. Je charrie pas. Je ne charrie pas. Ah, et maintenant, tu fais quoi? Je me balade, c'est tout. Ah, et c'est pour ça que t'es ici? Exactement. Eh bien, c'est un putain de coin que t'as choisi, hein. Vraiment. Oh, je te le dis, moi, Darwin, il n'y a pas mieux. Plage super, bar super, casino super, plein de nanas super pour te purger tes baloches. La stripteaseuse se tenait maintenant sur le bord de la planche, où elle venait d'arracher un billet de $10 de la bague tremblante d'un vieux type aux yeux larmoyants et à la bouche garnie de 3 chicots. En échange de cette somme, le papy a été autorisé à rapprocher son visage des régions indicibles de l'anatomie féminine. Hélas, au moment où il se mettait au travail, il a été pris d'une sérieuse crise d'éternuement dont la fille a été toute éclaboussée. « Tête de nœud à la con !» a-t-elle hurlé avant de s'échapper dans sa loge. « Où que tu vas ?» lui a crié le papy. « J'en ai pas eu pour mon argent, moi !» L'assistance était pliée en deux, à commencer par Jerry Watts. Abandonnant le vieillard éploré, ses yeux sont revenus sur son nouveau pote. « Ah, j'aime trop cette ville, mec !» Mais moi, j'étais déjà en route vers la sortie. Merci. Merci à Lara et à Béatrice. Donc, maintenant, nous allons accueillir donc Antoine, notre caviste de ce soir, hein, qui va vous expliquer donc, le choix des vins que vous avez pu déguster tout à l'heure. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de m'accueillir. Merci à la médiathèque pour cette très belle soirée. Toujours une très belle organisation. Donc moi je suis caviste au niveau de Corbiac. Donc j'ai ouvert en août dernier la cave du sommelier
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié les vins que vous avez dégustés ce soir. Donc en rouge, il y avait un Côte de Bourg. Donc c'est vin de la rive droite, avec une majorité de merlot, donc quelque chose d'assez fruité, assez rond. Et en blanc, on était sur un 100% Sauvignon blanc, donc un vin sec assez minéral, du domaine Michel Lynch. Et il y avait également un jus de raisin effervescent sans alcool du domaine Coulis à Chinon, donc dans la Loire. Voilà, j'espère que la soirée va bien se passer, va être une bonne soirée. Puis j'ai donc lu le dernier livre et j'ai beaucoup apprécié. Et il y a une phrase qui peut faire un petit peu polémique ici, c'est ce qui est bien dans le monde nouveau, c'est qu'on trouve de plus en plus de vin avec des bouchons dévissables. C'est une phrase que, voilà, à Bordeaux, ça peut faire polémique. Je vous remercie et passez un bon moment. Merci Antoine. Bon, ben voilà le moment que vous attendiez tous. Donc, écoutez, je vous demande d'accueillir Monsieur Douglas Kennedy et Véronique Morel, notre modératrice. En finale d'une tournée absolument magistrale. 12 semaines. Et c'est la fin, en fait, ce soir. Donc, ravi d'être chez vous. Et ravi d'être à côté de Bordeaux, une de mes villes préférées. Et voilà. Voilà, et un public, vous allez le voir, oui, assez exceptionnel. Et aussi, une autre chose, en fait, je me souviens très bien, en fait, en pleine Covid, que le voyage de pension pour Isabelle l'après-midi, mon dernier roman, est annulé, et j'étais dans le mail, c'est impossible de bouger. Et le fait qu'on est ensemble, après une période si bizarre, tout le monde m'a demandé, avez-vous une idée pour un roman au sujet de Covid, et j'ai répondu, c'est trop tard. Et aussi, c'est trop tôt aussi, parce que c'est comme le 11 septembre, en fait, on comprend maintenant, 21 ans après, en fait, quel était le résultat de l'11 septembre. Et c'était M. Trump, par exemple, et beaucoup de choses, M. Erdogan, M. Bolsonaro, en fait, tous les dictateurs du monde. Et en fait, la gouffre qui existe dans toutes les sociétés maintenant. Ça, c'est le résultat, mais c'était 20 ans après, et c'est trop tôt maintenant pour Covid. Les hommes ont peur de la lumière, au moment où vous l'avez publié, 2021 aux États-Unis, donc 2022, il y a quelques semaines chez nous, mais 2021, c'était une forme de texte un peu plus prophétique. L'histoire a peut-être commencé au pays de Dieu. Je me souviens de ce texte, voilà, fin des années 80. C'est peut-être aussi la période Bush qui commence à annoncer tout ça. Et Les hommes ont peur de la lumière, un texte. Alors je vais parce que c'est un thriller, vous nous emmenez dans un roman noir. Roman noir, d'accord. Donc roman noir et chronique sociale en même temps. Et je vais vous laisser peut-être présenter les premiers éléments, parce que je ne veux rien dévoiler. Le but, c'est aussi que les lecteurs plongent eux-mêmes dans le texte et le découvrent. Donc, faites-nous découvrir, nous sommes peut-être dans le taxi de Brendan, et faites-nous découvrir simplement les premiers moments. Et on va où, là? Oui, je me souviens de ça aussi. Bizarrement. Pour moi, en fait, le roman a commencé parce que ma fille a gagné une place dans une des grandes écoles de droit aux États-Unis, CalArts. Elle a grandi à Londres. Ils ont accepté 38 personnes, 38 en fait, étudiants par an. J'étais très fier d'elle. Mais une semaine par 8, je commence à passer le temps à Los Angeles.
Je suis new-yorkais, donc on est toujours suspicieux de Los Angeles. J'ai passé beaucoup de temps là-bas, grâce à mes romans, Hollywood, des choses comme ça. Je commence d'utiliser les Uber tout le temps, parce que au milieu d'un embouteillage, et Los Angeles est une ville des autoroutes, 11 millions d'habitants, difficile d'imaginer en fait, et des autoroutes constantes avec, j'ai compté une fois une autoroute avec 10 couloirs, imaginez ça, c'est vaste, et des embouteillages, je peux taper, et aussi je peux éviter le problème de parking, et le soir, on peut boire. Donc en fait, aussi parce que tout le monde m'intéresse, je commence à parler avec tous les chauffeurs d'Uber. C'était une soirée, un mec, fin de la cinquantaine, costaud, avec un tatouage militaire sur le bras. On commence à parler. En fait, il a découvert que mon père était dans la Deuxième Guerre mondiale et il a survécu au Okinawa. Il était impressionné par ça. Et je lui ai demandé pourquoi Uber. Et il m'a dit, j'étais vendeur à une petite entreprise, j'ai vendu le câble, on était mangé de manière de la mondialisation d'une grande entreprise, j'étais comme ça licencié. 10 mois de salaire, 1 an de l'assurance médicale et hasta la vista. Bienvenue aux États-Unis maintenant. Et il m'a dit, j'ai 57 ans. Est-ce qu'il y a un choix ici? 2 choix. Amazon ou Uber. Et il m'a dit, Uber, je peux conduire. Et immédiatement, il avait un clic dans la tête. Et je lui ai demandé, ok, vous pouvez me googler. Honnêtement, j'écris des romans, je ne suis pas un fou. Pouvez-vous me donner votre sur ici? Je vais acheter 2 heures de votre temps demain. Et pouvez-vous m'expliquer le système d'Uber? C'est dans le roman. C'était absolument extraordinaire. Et immédiatement, je commence à réfléchir du fait que l'ubérisation de la société américaine, le fait que franchement maintenant on vit dans une économie aux États-Unis du 19e siècle, où le temps a été complètement diminué depuis l'époque de Reagan, où en fait les plus grands ont une fortune. Et franchement, la classe moyenne, et j'ai grandi dans la classe moyenne à Manhattan. Manhattan maintenant, la classe moyenne à Manhattan, ça c'est un conte de fait, ça n'existe plus. Manhattan c'est comme Monaco, c'est une île pour les riches. Mais toutes les choses étaient dans la tête. Et puis je commence franchement en fait, réfléchir au sujet d'un grand problème aux États-Unis, l'avortement. Et c'était après Trump, qui est franchement notre gangster total, un voyou en fait sans limite, notre Rasputin, quelqu'un comme ça en fait. J'en suis sûr que Trump a payé pour une vingtaine d'avortements pendant sa carrière romanesque. Mais pour gagner la Maison Blanche, il est devenu républicain et très chrétien aussi. Et il est devenu pour moi le cheval de Troie pour les évangélistes. Ça, c'était le pacte faustien entre Trump et les évangélistes. En fait, on va, oui, parce que les évangélistes ont un pouvoir politique immense, surtout dans le sud et le milieu du pays. Ok, vous aurez des votes des évangélistes si vous allez nominer des juges contre l'avortement. Et il a fait, en fait, il a l'opportunité de nommer 3. Et maintenant, en fait, c'est 6 contre 3 dans le corps suprême. Et il y a une semaine, l'avortement est maintenant légal de manière fédérale aux États-Unis. Donc ça, c'était dans la tête aussi. Et même si, clairement, en fait, j'ai un point de vue politique, je ne suis pas un militant, je suis observateur. Et mon truc, toujours, en fait, c'était... Et le truc, si on est militant, c'est des slogans politiques, etc. Moi, c'est la condition humaine, ça c'est toujours dans mon écriture. Et des personnages, en fait,
où en fait on peut suivre pendant 300 pages. Et donc l'idée c'était aussi créer une histoire familiale qui est aussi un roman noir, qui est aussi une histoire d'une amitié et qui est aussi très actuelle. Alors justement, histoire familiale, on va retrouver à travers plusieurs personnages, je voudrais qu'on commence par Brendan, cette histoire de filiation et de transmission. Qu'est-ce qu'on transmet à ces enfants? Dans quelle forme d'obligation à quelle forme d'obligation par moment les assigne-t-on? Et je pose plusieurs questions comme ça après. Où se situe la place du choix, de la liberté? À quel moment est-ce qu'on peut s'affranchir de ces impératifs que représente la société, que représentent certaines formes de morale, la religion? Et Brendan est au cœur justement d'une sorte de toile qui croise toutes ces dimensions. Je déteste l'expression monsieur ou madame tout le monde, parce qu'il n'y a pas un monsieur ou madame tout le monde. Chaque vie pour moi est un roman. J'ai commencé à réfléchir à beaucoup de choses en fait. Je suis en fait l'exception d'une famille très militaire et mon père, franchement, était dans l'armée américaine dans la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père paternel était un capitaine dans la marine américaine aussi, Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père maternel était ici en France pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est intéressant avec des soldats, parce que j'ai vu ça avec mon père, la voix de l'autorité est toujours dans la tête, surtout, et je suis un Kennedy de cette famille, mais surtout si on est catholique. Et pour moi, en fait, j'ai réfléchi de ça quand j'ai commencé à construire dans la tête. C'est quelqu'un qui a suivi toutes les règles et tout que son père, en fait, son prêtre, l'ont dit tout le temps. Et la vérité, son rêve, c'était vivre à la campagne, en fait, en dehors de la ville, quelque chose de simple comme électricien. Il est devenu en fait vendeur parce que papa a dit il faut faire ça. Papa a dit il faut trouver une femme, en fait de trouver quelqu'un du quartier aussi, catho, polonaise catho, en fait sympathique, mais une tragédie très tôt dans le mariage, ils ont perdu l'enfant. Elle est devenue hyper pratiquante et maintenant, 25 ans après, il y a un deuxième enfant, mais le mariage c'est cuit, c'est asexualisé. Brendan a perdu son poste, il bosse 70 heures par semaine pour peut-être l'équivalent de 600 €. Il y a une seule chose positive dans sa vie, c'est sa fille, Clara, elle a 24 ans, hyper progressiste. Comme ma fille a lu le roman, elle me dit c'est moi. Et je dis plus ou moins. Oui, en fait, j'ai utilisé son appart à Los Angeles, c'est exactement comme ça. Mais aussi très aînée de sa mère et aussi mais hyper proche de son père. Et ça, c'est en fait un lien très important en fait. Pour lui, c'est une raison d'être. Parce que le reste, en fait, franchement, sa vie n'est pas terrible. Et c'est quelqu'un qui lutte. Et ça, c'est le truc à Los Angeles aussi, parce que c'est Hollywood. C'est le succès, la célébrité. Et d'après mon expérience, la célébrité. J'aime le succès, mais la célébrité, c'est quelque chose que je vis parce que c'est une masque qui mange le visage. Mais au début de l'écriture de ce roman, j'ai écrit quelque chose dans un de mes calepins. J'ai écrit un roman à Los Angeles sans une scène sur la plage ou à côté d'une piscine. Franchement, dans Los Angeles, de la classe moyenne. Et donc, Brendan, honnêtement, c'est un Américain qui a suivi toutes les règles et voici le résultat. Et puis, une après-midi,
il a une nouvelle cliente qui s'appelle Élise. Alors justement, ce que je trouve très intéressant chez Brendan, c'est que dans sa jeunesse, il a failli s'émanciper. Et je me demande si cet épisode-là n'a pas été justement un épisode fondateur. Je vais vous laisser en parler quand il part dans la Sierra Nevada et qu'il se retrouve à escalader les poteaux électriques. Est-ce que cet épisode-là ne va pas lui donner justement par la nostalgie la force aussi, à un moment donné, de faire son choix et de dire à l'institution d'aller se faire foutre, puisque c'est au fond ce qu'il dit. Pour moi, parce que c'était l'idée de la liberté qui est une de mes obsessions. En fait, tout le monde rêve de la liberté et la plupart du temps, on construit sa propre prison. Et ça c'est un aspect de la condition humaine. Et tout le monde fait ça, y compris moi-même, de certains moments dans ma vie. Et c'est passionnant parce que, honnêtement, je me souviens très très bien dans ma vie, mon père a fait une pression immense pour moi d'éviter en fait le monde artistique, devenir avocat, en fait, homme d'affaires. Et j'ai fui quand j'avais 22 ans, en fait. J'ai gagné un prix, en fait, pour la meilleure thèse à l'université historique. J'ai $1000 dans la banque, j'ai acheté des chèques de voyage, j'ai fui. Je suis arrivé une semaine après à Dublin. Et j'ai commencé une vie, en fait, bohémienne là-bas. Et j'ai connu un succès, enfin 19 ans après. Mais si, en fait, je suis resté, si j'ai suivi la voie de l'autorité, je ne sais pas ici ce soir. Je serais un alcoolique, j'imagine, dans une banlieue de New York. Pourquoi je n'ai pas écrit? Mais il y a beaucoup de vies comme ça dans tous les pays. Et honnêtement, ce n'est pas facile de faire ça. Parce que, mais l'idée de la liberté aussi, ça c'est dans la Constitution américaine, en fait, y compris aussi la poursuite de l'honneur, qui est un titre de quelque chose que j'ai écrit il y a 20 ans. La liberté, c'est un rêve, mais ce n'est pas une vérité pour beaucoup d'entre nous. Et honnêtement, c'est difficile de connaître quelqu'un qui est franchement en fait libre. C'est intéressant, en fait, j'ai dîné avec, quand j'étais à Los Angeles récemment, j'ai dîné avec un camarade de classe de l'université qui est un plutocrate, le monde du tech, et il est hyper riche. Et il m'a demandé, tu as une valeur de quoi? Combien? J'étais absolument choqué par cette conversation. Et je dis, mais Kenneth, pourquoi je suis intéressé? Je ne suis pas Stephen King, en fait. J'ai une carrière, ce n'est pas nécessaire pour moi d'enseigner. Et j'ai dit, il me dit, oh, désolé. Et pour lui, en fait, j'ai utilisé une phrase comme ça à la fin du roman, il me dit plus de 50 millions. En fait, ça c'est du succès aux États-Unis. Et j'ai pensé, on vit dans un monde en parallèle tout le temps. Mais aussi, j'ai réfléchi après, est-ce que ça c'est quelqu'un de libre? Qu'est-ce que c'est la liberté? Pour moi, j'ai réfléchi de ça, en fait, j'étais au téléphone avec quelqu'un, un écrivain en Irlande, quand j'ai fait le sport cet après-midi, et on a discuté ça, et j'ai dit, en fait, il y a 2 semaines, j'ai eu 3 heures libres à Paris, et je suis très cinéphile, et un de mes films préférés, La Rivière Rouge, était de Howard Hawks avec Jean-Louis Montgomery, qui était au fond des images de filiale de la Cinémathèque aux Halles. Et en fait, immédiatement, j'ai quitté la maison. En fait, j'ai pris le métro et j'étais là avec un verre de vin, avec un autre 4 spectateurs à 17h. Et j'ai pensé, ça c'est la liberté. Et la raison pour laquelle, en fait, je suis devenu romancier pour aller au cinéma l'après-midi. On va reparler justement de la place du romancier dans la cité. Est-ce que le personnage d'Élise ne serait pas peut-être le personnage le plus libre à sa manière non? Oui et non, en fait. Ok, une après-midi, en fait, et puis je vais discuter en fait la narration, mais une après-midi,
Brendan a une nouvelle cliente, c'est un immeuble en fait près de fac de UCLA. C'est une femme, 70 ans, très de côte l'Est, boise, son style très simple, pas bling bling. Brendan observe tout le temps, un peu comme moi. Elle a 2 ans d'eau, elle demande d'écouter la radio publique, clairement, peut-être universitaire, qui a fait la retraite. Franchement, c'est un professeur de la langue et de la littérature française, mais qui a fait la retraite. Un veuve, en fait, et c'est une adresse à 10 km de fac de UCLA. Et c'est une clinique d'avortement. Et après ça, il faut que vous lisiez le roman. Mais les choses arrivent. Mais une amitié développée. Brendan devient son chauffeur. Et il est au milieu, en fait, du problème d'avortement. Et le suspense augmente après ça. Élise, pour moi, je connais beaucoup d'Élise, en fait. J'ai beaucoup d'ex comme lui. Élise aux États-Unis, en fait, un intellectuel américain. Il a peut-être 20% de la population américaine sont des gens un peu comme moi, très éduqués, pas riches, mais très éduqués, en fait, très ouverts, qui ont voyagé. Ça, c'est 60 millions de nous. Mais malheureusement, dans un pays de 370 millions, donc on est la minorité. Et aussi pour moi, Elise, franchement, elle est quelqu'un nuancé. Elle ne pense pas que, franchement, les questions morales ou éthiques sont noires ou blancs. Et franchement, elle est contre l'idée d'un point de vue manichéen. Et un des problèmes maintenant pour moi, dans tous les pays, mais surtout chez moi aux États-Unis, en fait, le débat politique, c'est j'ai raison, vous avez tort, tout le temps. Et aussi le fait que de plus en plus, il y a 2 versions du même pays très, très, très différentes. Et surtout aux États-Unis, on déteste l'autre. Et on voit ça maintenant. C'est extraordinaire. Depuis, en fait, le corps suprême, j'ai lu quelque chose, en fait. Une copine aux États-Unis m'a appelé aujourd'hui, elle dit, Douglas, il faut regarder le site du New York Times, regarder, franchement, enfin, un sénateur d'Alabama qui a proposé une loi d'après, en fait, la fin de l'avortement. Si une femme est violée et elle tombe enceinte, elle doit demander l'accord de violeur d'avorter. Je n'ai pas inventé ça, même si j'ai une imagination, je n'ai pas inventé ça. Vous êtes choqués. Oui, mais ça, c'est la vérité. Et ça, comme j'ai dit à quelqu'un, en fait, c'est extraordinaire. Ça, c'est le Taliban. Vraiment, c'est le Taliban. Mais on a commencé comme le Taliban dans le XVIIe siècle, aux États-Unis, en fait. Les puritains qui sont arrivés dans le Massachusetts, en fait, c'était une vraie théocratie. Et la raison pour laquelle que des hommes de la lumière, comme Jefferson, Madison, Franklin Adams, qui ont écrit la Constitution américaine, ont insisté pour qu'il y ait la séparation entre l'Église et l'État. C'est parce qu'ils ont compris, en fait, dans l'âme américaine, en fait, il y a cette tendance théocrate. Et maintenant, ça a revenu de manière extraordinaire. En 2022, on a quelqu'un qui a proposé ça. J'étais scotché. Et aussi gêné, très gêné. Mais je reprends justement à des propos d'Élise disant à Brendan que c'est leur nouvelle guerre de sécession. Je pense que ça va arriver. C'est le sujet de quelque chose que je fais maintenant, mais je ne vais pas parler des autres choses. Peut-être, en fait, peut-être c'est bon de parler de titre. Justement,
Le titre platonicien, Les hommes ont peur de la lumière. Oui, c'est une citation de Platon que j'ai découvert par hasard grâce à Google. Mais bien sûr, en fait, oui, quand j'étais au milieu, en fait, de l'écriture, et c'est très facile, en fait. On peut pardonner un enfant qui a peur de l'obscurité, mais la plus grande tragédie de la vie, c'est des hommes qui ont peur de la lumière. Et ça, c'était écrit pour moi aussi. Je dis, ok, voici mon titre, qui est en anglais Afraid of the Light. Mais pour moi, j'adore des choses ambiguës. Qu'est-ce que c'est la lumière? Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est la lumière? Dans tous les textes religieux, la lumière, c'est un signe d'un Dieu, de paradis. Il y a une hypothèse, à la fin de la vie, on va suivre une lumière blanche jusqu'à de l'autre côté. On verra. Mais aussi, en fait, l'idée que la lumière, c'est aussi la vérité. Mais est-ce qu'il y a une vérité? Il y a des choses empiriques, en fait. L'aube dans l'Est, la crépuscule dans l'Ouest. En dehors de ça, tout est une hypothèse. Je peux porter un t-shirt avec deux mots, aucune idée. Ça, c'est mon point de vue métaphysique et existentiel. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui disent tout le temps, je connais la vérité. Chaque dictateur totalitaire, depuis le début de Nero, des gens comme ça, en fait, oui, depuis Néron, historiquement, en fait, tout le monde, Trump connaît la vérité, Bolsonaro connaît la vérité. D'une certaine manière, il y a 40 ans, en fait, Slobodan Milosevic, Pol Pot, etc., etc., etc. Donc, mais aussi, de l'autre côté, en fait, la lumière, comme j'ai dit, les hommes de la lumière, c'est aussi un symbole de quelqu'un comme Élise, où, en fait, la lumière, c'est aussi le fait qu'il n'a pas de réponse. Il y a seulement, en fait, des questions. Et j'ai une hypothèse au sujet de la condition humaine que quand je rencontre quelqu'un arrogant, je pense, l'arrogance cache le doute. Et si quelqu'un me dit, en fait, j'ai ma vérité, je pense immédiatement, au secours, en fait, il n'a pas de vérité. Et la lumière, c'est aussi une métaphore. Et comment est-ce qu'on retrouve, justement, dans une société qui commence à se laisser gagner à nouveau par la théocratie, par des certitudes qui entraînent des violences, on le voit mises en scène dans votre roman, comment est-ce qu'on retrouve justement l'épreuve du doute, la nuance, la complexité? Il faut un retour à l'éducation, un retour à la culture, au savoir. La vérité aux États-Unis, si on a de l'argent, on peut avoir de l'éducation magnifique. Même si l'université, en fait, publique, c'est 30 000 $ par an, Harvard, où j'ai étudié les élites, en fait, c'est 60 000. J'ai écrit un scénario tous les ans quand mes enfants étaient à l'université, parce que la plupart des camarades de classe ont des dettes. Et ça, c'est horrible. Imaginez, en fait, commencer une vie si on a 200 000 $ de dette. C'est impossible de devenir artiste. Il faut faire des choix, en fait, franchement très pratiques. Le tech, la finance, des choses comme ça. Un autre aspect chez nous, en fait, et la vérité, j'adore mon pays. J'adore la littérature américaine, c'est riche. J'adore le jazz. En fait, on a des orchestres extraordinaires, des musées, des chercheurs, des universités. Il y a une intelligence immense là-bas et aussi une ignorance extraordinaire. J'ai lu un sondage récemment. 48% de la population américaine croise aux anges. Voilà. Bravo. Et puis, il y a une
Totentanz, ça c'est un mot en fait allemand, en fait la danse de l'amour avec les âmes. Et rien ne change. Le massacre en fait à Texas il y a un mois, 23 en fait gosses dans une école maternelle. Et le sénateur de Texas, Ted Cruz, qui est voyou total, un homme que je déteste, mais il a dit la solution c'est donner des armes des enseignants. Voilà, une idée brillante. Une idée brillante. Et aussi, il a dit c'est une question en fait de quelqu'un en fait qui est malade, ce n'est pas nous. Et j'ai pensé évidemment, désolé monsieur, c'est mieux. Vous dites à travers le personnage de Clara justement qu'un des drames sans doute de l'Amérique contemporaine et peut-être d'autres démocraties aussi, c'est de s'en remettre à des millionnaires quand on a besoin d'argent pour financer une association, alors que ce serait le rôle de l'État. L'État est défaillant et il faut aller chercher l'argent de prédateurs. Vous construisez un portrait de prédateur qui va du coup utiliser des causes. Oui, mais qui est complètement en dehors, il est toujours dans des ombres. Il n'est jamais dans en fait, la narration. On n'a jamais rencontré ce mec. Ça, c'était en fait le choix de moi. La vérité, en fait, parce que je vis ici moitié du temps depuis en fait 20 ans, et j'ai un respect immense pour la France, mais c'est un système de démocratie sociale qui est absent aux États-Unis. On n'a pas un système des HLM. Et l'éducation, ça c'est mon obsession. Maintenant, le plus grand danger dans le monde, je vais vous montrer ça. Ça. La vérité, en fait, on doit utiliser ça entre Bordeaux et ici. J'ai une dizaine d'emails que je dois faire et c'était nécessaire. Autrement, oui. Demain, ce sera 3 heures de choses comme ça. Mais le truc, en fait, ça changeait le rapport avec tout, avec des mots, avec l'actualité. L'amour moderne, c'est une couple dans ce resto. J'ai vu ça tout le temps. Et aujourd'hui, entre Biarritz, parce que j'ai fait un événement à Biarritz hier soir, et Bordeaux, en fait, après la culture, j'ai décidé, en fait, de se balader, en fait, 3 voitures. J'ai compté 4 personnes avec un livre. Et le reste, c'est notable. Honnêtement, l'éducation a créé une nouvelle génération des lecteurs et lectrices. J'ai essayé d'une petite manière d'écrire maintenant pour les enfants, une série avec un soir, les fabuleuses aventures d'Aurore. Mais c'est crucial. C'est crucial. Et le groupe, on n'a pas un système éducatif comme la France, gratuit, la plupart sont gratuits, et aussi, en fait, accessible, en fait, de plus en plus, en fait, l'éducation publique aux États-Unis a été diminuée, parce que ça, c'est aussi le trajet du Parti républicain. On n'a pas besoin de l'État. C'est toujours, en fait, c'est le business. Et ça a changé le rapport avec tout. La culture, je suis obsédé par la culture. Parce que c'est ma passion privée. La musique classique, le jazz, les arts plastiques, le cinéma, en fait, ce n'est pas subventionné par les États-Unis de manière hyper, en fait, minuscule. C'est toujours, en fait, des fondations, des hommes riches, des choses comme ça. Et la vérité, on veut quoi? Et si c'est complètement un capitalisme, et je ne suis pas quelqu'un d'extrême gauche, je suis centre-gauche, mais si c'est un capitalisme extrême, on arrive avec quoi? Et le fait que la mondialisation, c'est partout. Mais oui, mon point de vue, ce n'est pas très optimiste.
Oui, mais vous avez choisi d'écrire et de continuer à écrire et d'aller justement au contact de la cité. Je disais tout à l'heure qu'on allait reparler justement de la place du romancier. Vous disiez tout à l'heure, très justement que vous n'étiez pas un militant, mais que vous étiez un homme d'écriture et que vous ayez observé et traduire ça dans vos romans. Donc il y a une place dans l'espoir, puisque peut-être dans la filiation de grandes figures chez nous, du roman, peut-être balzacien par exemple, le romancier a encore sa place justement dans la cité. La vérité, j'adore ce que je fais. J'ai de la chance. C'était toujours mon rêve quand j'étais jeune. J'ai connu un succès tardif. J'avais 41 ans, avec 2 enfants. Et j'étais journaliste aussi à Londres quand j'ai écrit L'homme qui voulait vivre sa vie, qui était mon 5e livre. Et un succès tardif, c'est mieux qu'un succès trop jeune, je pense. Et aussi, en fait, voici mon 25e, en fait, j'écris tout le temps. Et l'écriture pour moi, chaque écrivain est atypique. Il n'a pas la méthode, jamais. 2 exemples que j'utilise tout le temps. Flaubert. Flaubert a une fortune familiale, pas de femme, pas d'enfant, des maîtresses. Il peut passer 5 ans pour écrire Madame Bovary ou Éducation sentimentale. À peu près 400 signes par jour. De l'autre côté, Georges Simenon, un grand écrivain, surtout des romans de 300 livres pendant sa vie. Et il peut écrire vraiment, parce que je connais son fils John, et on a fait des conférences au sujet de Simenon ensemble, mais Simenon peut écrire 40 pages de manuscrit par jour. Ça, c'est extraordinaire, 40 pages. 15 est le maximum de ma vie, à la fin de roman 15, 20 une fois, quand j'avais la patience. Mais 40 jour après jour, c'est extraordinaire. Il n'a pas une méthode, en fait. J'utilise quelque chose qui était la même méthode que Hemingway et un de mes héros, Graham Greene. 2 pages de manuscrit par jour, à peu près 2000 signes, ou 500 euros en anglais. Jour après jour après jour. Et mathématiquement, ça marche. 2 par 6, c'est 12. Par 50, 600 premier jet. Mais le truc, il faut écrire tous les jours, même si on est triste, même si on pense ce roman est horrible, et je pense en fait 2-3 fois pendant tous les romans, même si à mon niveau, en fait, le doute. Mais jour après jour après jour, et typiquement, j'écris 5G de romans, en fait. Récemment, j'ai retrouvé dans mon ordinateur portable le 2e jet de ça. C'est complètement différent. Le premier jet pour moi, je fournis, tout arrive, c'est trop long, beaucoup d'éducation. Et puis, en fait, je travaille avec une éditrice indépendante à Londres et on discute, et elle est fabuleuse. Mais c'est un échange. Et un autre jet. Et enfin, on a un problème. Il me semble, pour revenir justement sur l'écriture de ce texte, qu'il y a une très grande attention à la construction même du texte. Je parlais de la phrase d'ouverture, on va où là? Une phrase un peu agressive d'un passager. Franchement, en fait, il y a des écrivains qui font un grand plan en avance. Je suis copain avec Jean-Christophe Ruffin, un homme magnifique, mais il est comme un architecte. Chaque détail c'est fait en avance. Moi, j'ai une idée, en fait, le narrateur ou la narratrice, le problème central, et après ça, j'écris. Et je découvre le roman pendant l'écriture. Mais c'est très structuré. Quand je commence un roman, je suis obsessif aussi, en fait. Mais voilà, en fait, chaque roman est franchement un nouveau voyage. C'est intéressant parce que chaque fois aussi, j'essaie de changer mon style, changer de sujet. Je n'ai jamais écrit le même roman 2 fois. Avant ça, en fait,
Isabelle l'après-midi, c'est un roman très intime, c'est une histoire de 5 à 7 qui dure 35 ans, avec beaucoup de questions au sujet de la fidélité, la passion, qu'est-ce que c'est un couple. Avant ça, en fait, le grand frasque américain, la symphonie du hasard, 3 tomes, en fait. Le prochain, c'est, je vais dire, en fait, l'action se déroule en 2045, et le point final de ça, ensemble. Pour moi, en fait, même si c'est dur, je me souviens très bien de ça en Bivar Cognac. J'étais à côté d'un écrivain français qui a commencé à dire l'écriture, c'est le cauchemar constant. Chaque mot, c'est écrit avec mon sang. J'ai besoin de silence absolu, etc. Et je lui ai dit, j'écris dans le café, j'écris dans le métro. J'ai terminé mon premier roman, Cul-de-sac, avec mon fils qui avait 6 mois sur mon bureau. Honnêtement, oui, c'est dur, mais j'imagine que c'est plus dur de travailler, par exemple, dans une blanchisserie industrielle, par exemple, en filigrane ma femme. Et je lui ai dit, franchement, et je pense à tout le temps, quel privilège d'écrire et de gagner ma vie grâce à mon stylo. Et là, c'était important justement de revenir à cette relation entre un père et sa fille, entre une mère et une fille. Je pense à Elise et Alison, mais qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. Et il me semble que les deux se construisent justement en miroir dans cette relation père-fille ou mère-fille. Tout à fait, en fait, mais oui, la vérité, même si Elise est quelqu'un en fait de l'argent, pas riche mais de l'argent, et hyper éduqué, Harvard et Paris 4. Et aussi, elle a eu un mariage stable, mais son mari est mort maintenant. J'ai décidé de jouer avec ça et sa fille unique, elle est comme Brandon, elle a une fille unique, mais elle s'est révélée et maintenant elle est une Golden Girl de Wall Street qui soutient Trump et elle est née de sa mère. Et peut-être avant ça, on va demander des questions. Mais pour moi, en fait, la vérité depuis les Grecs, depuis Sophocle, est-ce que, en fait, franchement, la famille est centrale dans la littérature? Parce que tout le monde commence dans une famille, la plupart du temps. La famille, c'est en fait le drame constant, des racines, le dilemme, en fait, le nœud gordien, et aussi, d'une certaine manière, le bonheur. Mais la famille, en fait, honnêtement, en fait, j'ai grandi dans un appart de 65 mètres carrés. Mes parents se sont disputés tout le temps. Ma première femme a dit, mais j'imagine que c'était pas terrible. Et j'ai répondu, mais non. Grâce à ça, je suis écrivain. C'est votre liberté, c'est votre façon de récupérer la liberté sur la... Je reprends l'image justement de la tragédie antique sur la malédiction familiale, sur cette transmission. C'est votre liberté. Oui, voilà. Mes parents m'ont donné beaucoup de littérature. Et franchement, ça c'est le truc dans la vie. C'est intéressant, la question du choix. Qu'est-ce que c'est le destin? Je vais demander une question essentielle. Qu'est-ce que c'est le destin? Et ici, comme j'ai dit au début de cette conversation, chaque vie est un roman, mais qui est le romancier? C'est soi-même. C'est soi-même. Et derrière tout ça, pour moi, c'est simplement une hypothèse. Je n'ai pas de réponse. C'est une hypothèse. Franchement, en fait, le destin, en fait, on rencontre quelqu'un. Par exemple, je vais faire une hypothèse. En fait, à un moment, quand j'ai rencontré quelqu'un, peut-être il y avait un coup de foudre. Et puis, il y a des choix après ça. Si quelqu'un a dit oui, ok, en fait, la narration va continuer comme ça. Si c'est non, il y aura une autre histoire. Ça, c'est aussi le multiverse. Mais pour moi aussi, en fait, et c'est très important, en fait, la question
question de choix. Parce que pendant une vie, et c'est un de mes obsessions, le fait que les cas difficiles vont arriver, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a évité la tragédie? Voilà. Ça, c'est aussi, en fait, un aspect, en fait, d'une vie, des choses très difficiles. Et tout le monde partage ça d'une certaine manière, de manière pas typique, mais atypique, tout le temps. Et ça m'intéresse parce que tout le monde m'a demandé pourquoi dans tout le roman il y a un moment de basculement. Et j'ai dit, mais deux choses. Tout le monde adore les cauchemars des autres, ça c'est vrai. Mais aussi, en fait, montrez-moi une vie sans un basculement comme ça. Je vais rencontrer une histoire et peut-être on va commencer avec des questions. Oui, le 2 novembre, j'ai quitté chez moi à Berlin, j'ai un appart à Berlin, pour aller au club du sport sur mon vélo et puis une séance de jazz après. Et j'étais dans le couloir, c'est très allemand, en fait, il y a des feux, en fait, tout est très discipliné. Il y avait une femme avec un bébé en face de moi. J'ai arrêté à ce moment-là, un autre vélo m'a renversé. J'étais 2 mètres en l'air et puis, heureusement j'ai porté un casque. Et en fait, la tête, le visage, en fait, ma main gauche, j'ai le genou, en fait, et aussi mes lèvres étaient complètement ouvertes. J'ai dit un mot, oui, le mec de l'autre vélo, putain, et après le pompier tout de suite, j'ai passé 20 heures à l'hôpital et en fait, un neurologue est arrivé, on va faire un scanner pour voir, il n'a pas de, franchement, en fait, de sang sur vous. Dieu merci, vous avez porté un casque. Autrement, franchement, vous serez mon monsieur, Herr Kennedy. J'ai pensé après, honnêtement, il y avait un moment quand j'ai traversé die Straße, le boulevard, près de chez moi, et il y avait un tram, et j'ai décidé, en fait, franchement, faire le speed et arrêter le train. Si, en fait, franchement, j'ai entendu 10 secondes, peut-être le résultat sera complètement différent. Ça, c'est la musique du hasard. Ça, c'est le mystère du temps. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours fasciné par la condition humaine. Et merci beaucoup. Et le temps n'est pas toujours de notre côté, pour reprendre une expression du texte. Est-ce qu'il y a une question, une première question dans le public? On a un micro qui va passer, donc n'hésitez pas à demander la parole. Oui, on arrive au temps des questions. La parole est à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a une première... Qui va commencer? Voilà, oui. Alors, qui est-ce qui a le micro et qui peut le faire passer? Oui, monsieur, il y a un monsieur au milieu. Voilà. Oui. Oui. Vous maîtrisez très bien notre langue. Quelle a été votre motivation pour l'apprendre et est-ce que vous en parlez d'autres? J'ai 67 ans et j'ai commencé à apprendre le français en 2001. Avant ça, j'ai 3 mots de français. J'ai 2 choses, en fait, c'était le début de ma carrière littéraire en France et mon attaché de presse chez Belfond de l'époque, en fait. Brigitte Senna, une femme extraordinaire que j'ai dit son mère supérieure, elle est en fait très dure, mais on a déjeuné et elle me dit en anglais, honnêtement, vous êtes au début de grande carrière ici, sans français, en fait, ce sera difficile. Et aussi, vous êtes quelqu'un très cultivé, cosmopolite. Clairement, il faut que vous parliez le français. Après ça, j'ai trouvé un prof privé. C'était 8 ans de leçons privées.
insisté pour que, en fait, je parle en français tout le temps. Et Brigitte était impitoyable, en fait. Un an après, avec la poursuite de l'honneur, elle a dit, OK, vous allez faire tous les interviews en français, au début, j'étais débile. J'étais terrifié. Mais c'était une question de pratiquer. Et franchement, en fait, c'est un grand plaisir pour moi. Et je vis de monter la vie maintenant en français, et toujours avec un accent. Toujours mais c'est la même chose avec le francophone en anglais. I'm very happy to be here today. Je peux communiquer ça, des choses comme ça. Je pense que c'est hyper important de mettre ça en programme. Maintenant, mon nouveau projet, c'est Deutsch. Ich kann Deutsch sprechen, ich habe eine Wohnung in Berlin, pas ce soir. Donc, en fait, mais aussi c'est une discipline comme la culture. Ça c'est une autre chose pour moi. J'apprends tout le temps avec tous mes petits amis, en fait, j'ai dit, il faut que tu me corriges. C'est cool de me corriger. Et donc, ça aide aussi. Merci. Une autre question? Oui, de l'autre côté, là aussi. Voilà. Je voulais vous demander, est-ce que c'est par choix que vous n'avez... Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez pas d'éditeur aux États-Unis. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que... Ce n'est pas un choix, c'est la vérité pour l'instant. J'ai eu une éditeur aux États-Unis et malheureusement, en fait, mon éditrice a quitté le business et franchement, la directrice de cette maison d'édition était licenciée, en fait. Ça va réarriver, mais avec les ondes de la lumière, j'ai une agente littéraire à New York et elle m'a envoyé 2 lettres de 2 éditeurs très importants. Et aussi, en fait, une productrice à Hollywood. La même chose, le roman est brillant, c'est trop dangereux. Maintenant. Franchement, la peur, c'est la peur aussi. Une autre chose, j'étais au téléphone avec ce copain quand j'ai fait le sport cet après-midi. Et c'est un écrivain brillant irlandais, publié ici. Et son éditeur aux États-Unis a dit non. Ce nouveau roman, c'était une question de vente, des choses comme ça. C'est difficile maintenant. Mais la vérité, en fait, une carrière créative, c'est comme ça. Les montagnes russes. Mais maintenant, le plus grand problème avec beaucoup de maisons d'édition, derrière de ça, c'est des grandes entreprises. Et derrière de ça, des hommes et des femmes de marketing qui pensent franchement des chiffres. Par exemple, j'adore Philip Roth, grand modèle pour moi. Pendant les années 80, en fait, la carrière de Roth, franchement, a chuté avec des chiffres. Mais c'était une époque différente. Et aussi, c'était Philip Roth, un grand écrivain américain. Et ces maisons d'édition ont resté avec lui. Maintenant, je pense que ça sera en fait un résultat très différent. Parce que oui, de plus en plus, c'est du business, malheureusement. Mais la vérité, en fait, je suis hyper reconnaissant pour mon succès en France et ailleurs. En fait, j'ai une maison d'édition magnifique en Espagne. Bizarrement, j'ai un lectorat immense en Corée du Sud. Pas encore Corée du Nord. Peut-être Kim Jong-un va me découvrir. J'aurai en fait l'augmentation de mes rêves actionnaires. Désolé, ça c'est mon aspect new-yorkais. Mais ça c'est un aspect en fait de monde des éditions maintenant. C'est du business. Une autre question? 2 autres questions. Dame, et puis
Désolé. Oui. La politesse, merci. La galanterie. Ah. Bonsoir. Bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas un militant, mais un observateur. Pourtant, votre écriture et vos prises de position dans vos romans ressemblent à du militantisme. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Je préfère dire observateur, mais clairement, je ne suis pas quelqu'un du droit aussi, en fait. Oui, et aussi, en fait, si on lit le roman, on sent que je suis fâché. C'est beaucoup de choses, en fait, chez nous, aux États-Unis et le monde entier. La dernière phrase de roman, en fait, je n'ai pas gâché des choses, mais c'est vrai qu'il a dit une flic, je suis comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur maintenant. En fait, c'est un nom, en fait, très, très tendu. J'ai entendu que vous avez un désastre ici, une semaine, en fait, oui. Mais selon M. Trump, le problème du climat, c'est un conte de fait. J'étais à Dijon, Strasbourg et Nancy il y a 2 semaines, c'était 43 degrés. En juin. En juin, en fait, il y a un problème du climat. J'ai 2 enfants avec lesquels je suis très proche. À la vingtaine, en fait, ils ont des inquiétudes immenses. Et je suis d'accord avec mes enfants. Donc, d'une certaine manière, je suis militant, mais je préfère d'être observateur tout le temps et nuancé. Parce que typiquement aussi, en fait, et ça c'est quelque chose d'intéressant, quand j'ai écrit Au pays de Dieu, et aussi quand j'ai écrit mon premier roman, Au-delà de Pyramide, en fait, j'ai survécu 5 jours à Sud, c'est une ville en Égypte, qui est franchement le siège social de fondamentalisme islamique là-bas. Et j'ai rencontré des moulins, en fait, ça c'est mon aspect, en fait, écrivain, en fait. J'ai posé beaucoup de questions, et c'était 85, c'était avant, en fait, le vrai fondamentalisme, mais c'est partout maintenant, et aussi, en fait, les évangélistes aux États-Unis. C'est passionnant. J'ai interviewé une militante avortement pour mes recherches, et la conversation a duré 3 heures, et elle parlait tout le temps, constamment. En fait, j'ai fait des notes comme ça tout le temps au téléphone, mais c'était hallucinant. Et j'ai une style avec quelqu'un comme ça, je suis complètement sérieux et poli, et je pose des questions très rationnelles d'une voix comme ça. Ah oui, vous pensez ça? Pourquoi? Et ouf, tout arrive. Le tout pour moi, en fait, comme j'ai dit de beaucoup de jeunes écrivains, en fait, je suis frustré quand, en fait, l'écriture c'est le nombril. Pour moi, en fait, l'écriture c'est la vie des autres, et métaphoriquement la vie. Merci. Une dernière question? Monsieur. Bonsoir. J'ai juste une question de savoir quelle était à peu près la part d'autobiographie dans vos romans. Je pose cette question par rapport à Piège nuptial. Je me suis toujours demandé si vous aviez fait ce voyage en Australie. J'espère pas. Mais comme en fait ma femme a lu le roman, elle m'a dit est-ce qu'il y a une angine? En fait, je ne sais pas. Des choses. La vérité, je n'ai jamais écrit un roman à clé de ma vie. Et je n'aime pas l'autofiction parce que c'est paresseux pour moi. Et c'est toujours, il a fait ça, il était nul au lit, blablabla, des choses comme ça. Clairement, j'utilise tout, mais de manière très cachée. J'utilise des éléments de ma vie tout le temps. Et, donc, de certaine manière, chaque roman est autobiographique, même s'il n'y a pas des choses autobiographiques dans le roman. Vous comprenez? Certains éléments, en fait. Et aussi, j'absorbe tout le temps, je suis comme une éponge.
Et tout est démotivé, comme j'ai dit. Mais même si quand j'ai écrit un essai qui s'appelle « Tu sais mon question sans réponse », j'ai utilisé aspect de ma vie pour illustrer honnêtement les points de vue philosophiques. Et parce qu'on est à Bordeaux, côté de Bordeaux, montagne, en fait, clairement, en fait, un grand modèle, tout ça. Il a utilisé ça. Ça, c'était le début, en fait, d'utiliser la vie d'une manière philosophique. Et voilà. Donc. Est-ce qu'il y a encore une question, une dernière question? Nous allons vous remercier infiniment. On va donc vous inviter à retrouver le Beth Kennedy pour une dédicace. Merci encore infiniment. Je vais soulever le verre de vin. Merci.